Bonjour à tous. Début juillet, la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a levé les sanctions économiques et financières qui pesaient depuis la fin d'année dernière contre le Mali. Alors, c'est une décision historique et importante sur laquelle j'avais déjà fait une petite vidéo il y a quelques temps qui avait plutôt bien marché. Le sujet avait l'air d'intéresser, donc du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo un petit peu plus longue pour donner un petit peu plus de contexte sur le sujet et surtout expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu d'une part ces sanctions, mais surtout pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que le Mali, quelle est son histoire, etc. Ça permet un petit peu de prendre du recul et de comprendre un petit peu ce qu'il s'y passe. Alors mes camarades maliens qui sont actuellement là-bas n'apprendront peut-être pas grand-chose puisqu'on va un petit peu parcourir la situation qu'ils vivent et leur histoire. Mais j'ai la prétention en tout cas que cette vidéo puisse donner quelques éclaircissements aux Occidentaux et notamment aux Français en apportant un autre son de cloche sur la situation au Mali. Tout d'abord, je pense qu'il faut commencer par présenter le Mali, par présenter cet État de 20 millions d'habitants, qui est quand même pas rien, un des États les plus peuplés de la bande sahélienne et qui est peuplé de différentes ethnies. La principale sont les Bambara, qui est aussi à côté du français la langue la plus parlée, mais nous avons tout un tas d'autres ethnies qui peuplent le territoire malien, des ethnies qui sont partagées avec d'autres États d'Afrique de l'Ouest. Nous avons les Mandingues, nous avons les Peuls, les Tout-Couleurs, les Solinké, au nord les Touaregs. Il faut savoir, et ça c'est une spécificité du Mali, que le Mali est un carrefour entre deux et a toujours été un carrefour entre deux peuples et deux groupements ethniques. D'un côté, les Berbères, dont sont issus les Touaregs. On l'a souvent vu, notamment depuis que le nord du Mali, la région de Tombouctou et Gao est sujet depuis quelques années à une rébellion des Touaregs. On voit souvent cette image de Touaregs qui sont dans leur turban bleu et qui ont la peau blanche, enfin en tout cas bien plus blanche que celle qu'on s'imagine et que des Maliens qu'on voit par exemple à Bamako. Oui, parce que les Touaregs sont issus des Berbères, du peuple berbère, qui est un peuple africain du nord de l'Afrique, du coup beaucoup moins avec la peau beaucoup moins noire que les Soudanais qui peuplent le sud du Mali et dont sont issus les autres ethnies, comme par exemple les tout-couleurs, les mandingues, etc. Le Mali, géographiquement, je ne sais pas si vous le situez, mais c'est un État qui a une forme assez bizarre, qui peut correspondre un petit peu à deux rectangles superposés l'un sur l'autre. Un grand rectangle en haut qui est peuplé de déserts, qui est vraiment le pays des Touaregs. Les grandes villes sont Tombouctou, Gao et Kidal là-bas, et c'est de cette partie-là qu'on parle beaucoup ces dernières années, puisque c'est dans cette partie-là que, on va dire, a lieu et a cours encore des combats. C'est déployé l'opération Barkhane pour mater à la fois la rébellion Touareg, mais aussi certains groupes djihadistes qui, alors eux n'étaient pas forcément Touareg, les groupes djihadistes étaient plus dans leur majorité, hein, parce que c'est pas forcément, c'est difficile de réduire ça à une grille ethnique, mais souvent les groupes djihadistes étaient plus des Peuls, qui est aussi un peuple qui vivait dans cette région. Et au sud, du coup, nous avons des populations un petit peu plus dites soudanaises,
donc un petit peu plus avec la peau un petit peu plus noire, qui eux vont habiter sont majoritaires et vont habiter la partie sud du pays, c'est-à-dire la région de Bamako, qui est une région beaucoup moins désertique, qui est une région dans laquelle il y a beaucoup plus de précipitations et par conséquent on peut y faire de l'agriculture. On y cultive du riz, de l'arachide, du mil et du sorgho. Donc voilà, il faut déjà bien comprendre que le Mali est un petit peu il y a un petit peu deux pays dans le même pays au Mali. Il y a le Mali du Nord qui est une zone désertique peuplée de Touaregs et le Mali du Sud qui est plus une zone, je dirais, avec un climat un petit peu plus tempéré et un petit peu plus, ou du moins beaucoup plus multi et pluriethnique. Le sud étant démographiquement la plus grosse partie du Mali, bien sûr. Une fois qu'on a dit tout ça, j'ai voulu un petit peu retracer l'histoire du Mali, maintenant qu'on a dressé un petit peu les contours démographiques, géographiques de ce pays. Et cette histoire, en fait, je l'ai regroupée en trois grandes périodes, trois grands temps forts. La partie médiévale, la partie colonisation française et la partie de l'indépendance. Je vais commencer avec la partie médiévale, qui est peut-être celle sur laquelle il y a le plus à dire. C'est pour moi la plus intéressante aussi parce que c'est celle peut-être que on nous apprend le moins. En tout cas moi qu'on m'a moins appris en tant que Français n'ayant pas grandi au Mali. On a tendance à apprendre à l'école que le Mali, l'histoire du Mali comme l'histoire de tous ces pays d'Afrique subsaharienne, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Sénégal, etc. Leur histoire a commencé vraiment avec l'arrivée des colons. Donc que ce soit les Français ou les Anglais, par exemple, quand on va parler du Ghana ou du Nigeria. En fait, non, c'est pas vrai. L'Afrique a une histoire riche qui a commencé bien avant que les Français arrivent. Il y avait déjà eu des civilisations et des grandes civilisations dans cette partie du monde. La première, chronologiquement peut-être qu'on pourrait situer, est l'Empire du Mali, qui a été créé au XIIIe siècle par Soundiata Keita, qui est une figure historique, mais un petit peu aussi religieuse. Il y a beaucoup de l'histoire de l'Afrique est quelque chose d'assez complexe pour la simple et bonne raison que il y a une forte tradition orale dans ces peuples et il y a peu de sources qui ont été documentées. Pour les historiens, c'est très compliqué d'arriver un petit peu à retracer cette histoire, étant donné qu'il y a peu de sources historiques. Il y a des sources archéologiques qui ont été retrouvées, mais les sources archéologiques, il faut les interpréter, il faut arriver à placer un petit peu, par exemple, les restes d'une ville qui ont été retrouvés à tel endroit dans le désert, se dire, ok, en fait, cette ville, si elle était là, de quel pays c'était-elle partie, de quelle civilisation, était-elle la capitale d'un pays, voilà, tout ça, il faut arriver à se l'appréhender. C'est pas toujours très facile pour les historiens. Heureusement, pour cette partie de l'Afrique là, donc l'Afrique occidentale, c'est peut-être la partie de l'Afrique subsaharienne sur laquelle on a le plus de sources historiques. Pourquoi? Tout simplement parce que cette partie a connu dans toute la partie médiévale et de l'Antiquité beaucoup d'échanges avec le monde musulman, avec l'empire musulman qui peuplait donc à la fois le Moyen-Orient, la Turquie et la rive sud de la Méditerranée, du coup le nord de l'Afrique, juste de l'autre côté du Sahara. Et le Sahara justement était un carrefour d'échange entre, comme je le disais tout à l'heure, les peuples berbères au nord, donc du coup qui vivaient dans l'empire, dans le monde musulman, et les peuples soudanais au sud qui eux vivaient dans le Sahel un petit peu plus vert. Ça a donné des sources historiques écrites par certains intellectuels
intellectuels arabes de l'époque qui ont réussi un petit peu à documenter et à écrire, par exemple, ce qui se passait dans certains en Afrique noire et dans certains au sud du Sahara en fait, dans certaines zones situées au sud du Sahara. C'est notamment grâce à ces sources arabes qu'on a réussi un petit peu à dater Sundiata Keita au XIIIe siècle et réussi à en apprendre un petit peu plus sur cet empire du Mali qui avait été créé qui était un empire mandingue, donc du peuple mandingue, et qui s'étendait sur une grande zone qui allait de la Guinée jusqu'au Burkina Faso actuel. Euh, alors, le centre historique de cet empire du Mali n'était pas forcément le Mali actuel, n'était pas forcément ni la région de Bamako, ni la région de Tombouctou au nord. Le centre historique de cet empire, donc toujours d'après les historiens, se situait plus du côté de la Mauritanie, voire au nord du Sénégal. C'est un peu là qu'on situe vraiment l'épicentre de cet empire mandingue. Euh, Comme de partout au Moyen Âge, cette période historique est une succession d'empires qui se font, qui se défont à cause de guerres. Et l'Afrique ne va pas échapper à tout ça. L'empire du Mali, aussi puissant qu'il puisse être, va être remplacé par un autre empire d'une autre ethnie, qui va être l'empire Songhai, qui lui aura son épicentre et sa capitale à Gao, donc dans le nord du Mali. Donc l'empire Songhai qui va être là à peu près au XVe et au XVIe siècle. Cet empire Songhai va encore une fois être vaincu pour être remplacé par un autre royaume qui sera un royaume vassal du Maroc. Le Maroc était aussi à l'époque un grand empire, une grande civilisation qui avait réussi à coloniser une grande partie de la Mauritanie, le nord du Sénégal et le nord du Mali. Et puis, on va avoir par la suite, jusqu'à l'arrivée des Français à la fin du XIXe siècle, toute une succession d'empires et de royaumes de différentes ethnies. Donc, on aura par exemple l'empire Peul du Massina, qui va succéder à l'empire Songhai. L'empire tout couleur va ensuite succéder à cet empire Peul, etc. Donc voilà une richesse quand même historique dans cette région du monde qui est indéniable. Cette richesse historique aussi, elle est indéniable au niveau religieuse, puisque il faut savoir que à cette époque-ci, notamment au moment de l'empire mandingue, donc le premier empire dont j'ai parlé, l'empire du Mali, il y avait beaucoup d'échanges entre du coup les Arabes au nord et les mandingues au sud, et les chefs d'État, les rois, les empereurs africains avaient décidé, c'était le cas au Mali, mais aussi dans les empires à côté, comme par exemple l'empire du Ghana, qui était un empire situé juste à l'est, avait décidé de faire la même chose. Ces empereurs avaient décidé de se convertir à l'islam. Les historiens ont montré, ou en tout cas les historiens pensent, que cette conversion à l'islam avait été faite plus par pragmatisme que par dogmatisme. C'est-à-dire que ces empereurs africains décidaient de se convertir à l'islam tout simplement parce qu'ils faisaient du commerce avec les Arabes et qu'ils se disaient ça allait être plus simple pour arriver à vendre quelque chose aux Arabes, arriver à acheter quelque chose aux Arabes à bon prix, s'ils partageaient la même religion, s'ils partageaient une partie de leur culture, ils seraient arrivés sans doute à mieux les comprendre. On sait que dans ces empires-là, l'islam était présente. Ces empires étaient des empires musulmans où l'islam était la religion d'État, c'est-à-dire la religion qui était partagée par la cour de ces États. Néanmoins, il y avait une grande tolérance pour les religions traditionnelles, les religions animistes qui avaient cours en Afrique.
Et par exemple, le peuple, pour beaucoup, ne s'est pas converti, ou en tout cas s'est converti très tard à l'islam. On avait vraiment une situation où on avait une cour qui était musulmane, un État qui se disait musulman, mais le peuple, lui, n'était pas du tout musulman, encore pratiquait encore des rites animistes. Cette conversion-là a pris beaucoup de temps, n'a pas du tout été forcée. Les gens se convertissaient, ce n'était pas du tout la conversion de l'Afrique noire, n'a rien à voir avec un djihad. Jamais personne n'a forcé quelqu'un à se convertir à l'islam. C'est toujours eux qui ont choisi de venir vers cette religion d'eux-mêmes. Et ça s'est fait sur une durée assez longue. Et ça s'est fait aussi en gardant toujours quelque chose de cette culture animiste et de ces traditions africaines, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais l'islam africain, alors que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso, etc., est quand même un islam qui est un petit peu différent dans son approche et dans ses rites de l'islam, par exemple, qu'on pratique, donc que ce soit en Iran ou en Arabie Saoudite. C'est un islam qui est plus ouvert, un islam qui est plus tolérant, un islam qui prend aussi des choses et qui a gardé des choses sur son passé, sur ses traditions animistes et traditionnelles. Ensuite, la deuxième grande période de l'histoire du Mali dont je voulais vous parler, qui va être la plus courte parce que il n'y a pas grand-chose à en dire, parce que tout a déjà été dit, puis il s'est pas passé grand-chose pendant cette période, c'est la colonisation. La colonisation française qui commence au 19e siècle et qui va s'arrêter en 1960. Le Mali s'appelle à l'époque le Soudan français et fait partie de l'AOF, l'Afrique orientale française. Et c'est vraiment cette colonisation française qui va donner les frontières actuelles du Mali. Le Soudan français avait les mêmes frontières que le Mali actuel. Les empires et les royaumes dont je vous ai parlé avant ne correspondaient pas du tout à cet espace géographique. On avait des espaces géographiques qui étaient vraiment à cheval entre plusieurs pays, qui pouvaient être plus petits, plus grands que le Mali actuel. Donc voilà, c'est vraiment la colonisation française qui a donné l'espace géographique du Mali actuel. Ensuite, on arrive en 1960 avec justement la fin de cette période française, la fin de la colonisation et la période des indépendances. En 1959, le Mali accède à l'indépendance dans le cadre d'une fédération qu'on a appelée la Fédération du Mali, une union entre deux États, le Soudan français, donc qui correspond au Mali actuel, et le Sénégal. Cette fédération du Mali portait le nom de Mali justement en hommage au premier empire mandingue qui est vu par les Africains et par les personnes de cette région-là, de cette culture-là, comme l'un des premiers grands empires, l'un des peut-être des plus grands empires musulmans d'Afrique, avec l'empire du Ghana qui était aussi un petit peu à côté. Mais voilà, c'est cet héritage un petit peu que Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor ont voulu capter en appelant leur fédération la Fédération du Mali. Alors, cette fédération ne va pas durer longtemps. Elle va durer 1 an, voire même un peu moins, puisqu'en 1960, Léopold Sédar Senghor décide de quitter cette fédération. Donc le Sénégal ne fait plus partie de cette union de pays avec le Mali. Et le Mali devient donc indépendant avec ses frontières actuelles sous le nom de Mali, tel qu'on le connaît. Le père de la nation au Mali, c'est Modibo Keïta, qui, malgré ses petites conflits avec son homologue sénégalais,
qui ont fait échouer son projet d'union avec le Sénégal, ont quand même, Modibo Keïta est quelqu'un qui est reconnu comme étant l'un des leaders panafricanistes du XXe siècle. Il a été président du coup de 1960 jusqu'en 1968. Tout au long de ces 8 années de mandat, il a beaucoup œuvré pour l'union des peuples d'Afrique. Il a par exemple créé l'Union des États africains quelque temps après que le Sénégal ait quitté son projet d'union. Il a essayé de créer une nouvelle union de pays africains avec le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sékou Touré, qui étaient eux aussi indépendantistes, de pères de nations africaines, mais qui avaient aussi de grosses velléités panafricanistes. Modibo Keïta pensait que les frontières actuelles des pays africains étaient un héritage colonial, étaient un héritage de la France, qu'il n'avait pas de sens et que en fait il fallait que les peuples africains s'unissent pour être plus forts et pour pouvoir peser sur de manière internationale sur l'échiquier politique mondial. Modibo Keïta a aussi participé à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et puis, il n'était pas seulement panafricaniste, il était aussi anti-impérialiste. Et pour cela qu'il a été un grand soutien du FLN algérien pendant la guerre d'Algérie. Et c'est sans doute ce qui lui a valu les foudres de la France, puisque Modibo Keïta était vu comme un homme à abattre par la France du général de Gaulle et de Focard, le chantre de la France-Afrique, et par aussi certains leaders de pays africains qui étaient du coup plus pro-occidentaux, comme Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Ça conduira justement ces velléités de certains pays étrangers contre Modibo Keïta lui conduira à être renversé par un coup d'État en 1968. Donc Modibo Keïta va être renversé par Moussa Traoré. Et là, on va avoir une période dans l'histoire du Mali qui va durer à peu près 50 ans. On va avoir toute une succession de chefs d'État qui vont prendre le pouvoir, des chefs d'État qui auront deux spécificités, qui seront pas forcément de grands démocrates. Modibo Keïta ne l'était peut-être pas forcément non plus. Mais en tout cas, ils avaient une grosse différence avec Modibo Keïta, c'est que ils étaient très pro-occidentaux, très pro-français, étaient membres et partageaient un petit peu les préceptes de la France-Afrique, n'étaient pas du tout ni anti-impérialiste, ni panafricaniste, comme pouvait l'être le père de la nation malienne. Donc on va avoir comme je le disais, pendant 50 ans, plusieurs chefs d'État avec ces idéologies-là qui vont se succéder à la tête du Mali. On va avoir Moussa Traoré, ensuite on va avoir ATT, Amadou Traoré, qui va rester au pouvoir de très nombreuses années, un règne assez long, avant d'être remplacé au début des années 2010 par IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui va arriver dans un contexte un peu troublé, un peu difficile, puisque il va arriver au moment où le nord du Mali va être en proie à une rébellion touareg. Donc les Touaregs vont vouloir faire sécession, vont demander à être indépendants, à ce que le nord du Mali devienne indépendant. Au même moment aussi, il va y avoir une double rébellion, puisqu'il y aura aussi certains groupes djihadistes, alors eux qui seront plus des Peuls, ne seront pas forcément des Touaregs, qui vont aussi commettre un peu certaines atrocités dans le nord du Mali. Donc IBK arrive dans un contexte sécuritaire très difficile, qui l'oblige à demander l'aide de la France. C'est le début de l'opération Barkhane. IBK, par exemple, c'est un grand ami de François Hollande.
et Ibeka était membre de l'Internationale socialiste, était très proche du Parti socialiste français, et ça va conduire un petit peu à les Maliens à un petit peu prendre en grippe la France, prendre en grippe les militaires français qui sont là, qui sont de plus en plus vus comme une armée d'occupation pour les Maliens. Bien que, d'après le cadre de l'opération Barkhane, les militaires français soient là pour protéger le Mali et protéger les Maliens. Pour les Maliens, eux, de plus en plus, ils les voient comme une armée d'occupation. Ils vont un petit peu prendre en détestation, du coup, cette présence française. On est aussi dans un contexte, là on arrive en 2019-2020, où beaucoup de peuples vont se rebeller. On va avoir beaucoup de révoltes populaires, comme les Gilets jaunes en France, et dans ce contexte-là va naître le mouvement du 5 juin, qui est une révolte populaire qui éclate au Mali. Révolte populaire qui commence dans la rue, qui va ensuite se poursuivre dans les mosquées. Certains imams vont un petit peu tenter d'organiser tout ça comme un parti politique. Et puis ça va conduire l'armée à se poser des questions sur le bien fondé de du régime d'Ibeka. Et en 2020, certains généraux vont organiser un coup d'État pour renverser Ibeka. L'objectif n'était pas tant de prendre le pouvoir, mais plus de renverser le pouvoir pour pouvoir, à terme, après une période de transition, le donner au peuple, le rendre à un pouvoir civil. L'idée était aussi de reprendre un petit peu les rênes sur les destinées du Mali, arrêter avec l'opération Barkhane, faire en sorte que l'armée française s'en aille, quitte à parfois demander l'aide d'autres milices étrangères, comme par exemple la milice Wagner en, en Russie, qui a pris un petit peu la suite de l'armée française et de l'opération Barkhane dans le nord du Mali. Du coup, en 2020, nous avons Assimi Goïta qui prend la tête du pays dans le cadre de ce gouvernement militaire, qui promet un gouvernement de transition très bientôt. Et c'est là que vont commencer un petit peu les problèmes au niveau politique pour le Mali, puisque d'un seul coup, le Mali est vu comme un État dangereux, parce que soi-disant il y a eu un coup d'État militaire, des militaires qui ne sont pas forcément de grands démocrates. Alors oui, c'est sans doute vrai. C'est vrai qu'il y a sans doute en France, par exemple, on jouit beaucoup plus de liberté, je pense, que dans le Mali actuel. Néanmoins, je pense que le Mali est un pays, même actuellement sous Goïta, bien plus démocrate que certains de ses voisins. On pense par exemple au Niger ou au Tchad, qui sont quand même de grosses dictatures. On a aussi d'autres pays aussi où la liberté n'est pas forcément trop là, comme le Gabon un petit peu plus au sud, comme le Cameroun. Diplomatiquement et géopolitiquement, le fait que ces chefs d'État là soient en place ne gêne personne, mais au Mali, ça a gêné du monde, surtout que Assimi Goïta avait des velléités anti-impérialistes de chasser un petit peu la France en dehors de son territoire, ce qui n'a pas plu ni à la France, ni à en fait la CEDEAO qui comprend beaucoup d'États qui sont très proches de la France dedans, comme par exemple le Sénégal de Macky Sall ou la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Il faut savoir que le Mali est un des pays les plus pauvres du monde, mais bizarrement est aussi un des pays géologiquement le plus riche du monde. Le Mali possède de l'or, possède du pétrole, possède de l'uranium, possède tout un tas de ressources naturelles, de ressources minérales, d'hydrocarbures.
qui ne lui permettent pas de vivre convenablement parce qu'elles sont exploitées par des entreprises étrangères, des entreprises françaises pour la plupart, comme par exemple Total, comme par exemple Areva qui va exploiter l'uranium qui sert à en fait produire notre énergie nucléaire. La France possède des centrales, mais la France ne possède pas d'uranium. Et dans des centrales, il est impossible de produire de l'énergie nucléaire sans uranium. Du coup, quand on vous dit que la France a la chance d'avoir de l'électricité pas chère parce qu'elle a des centrales nucléaires et parce qu'elle est capable de produire sa propre énergie, c'est un mensonge, ce n'est pas forcément vrai, tout simplement parce que la France n'est capable de produire sa propre énergie nucléaire que parce qu'elle a Areva, qui a négocié des contrats avantageux au Mali, au Niger et au Tchad, qui lui permettent d'extraire de l'uranium pour pas cher, pour faire tourner ces centrales nucléaires derrière. Donc, c'est au-delà de l'opération Barkhane et de l'intervention militaire française, c'est aussi tout ce néocolonialisme économique que essaye de dénoncer Assimi Goïta et Choguel Maïga, qui est son premier ministre. Assimi Goïta est président et Choguel Maïga est son premier ministre. Puis il y a tout un gouvernement et toute une équipe aussi autour d'eux. Et c'est vraiment tout ça qu'ils essayent de dénoncer. Et force est de constater que ça ne plaît pas à certains membres de la CEDEAO, à certains membres de l'ONU. Et c'est pour cela que le Mali a été sanctionné par la CEDEAO. Sanctions qui, après plusieurs mois, a été levée. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été levée? J'hésite entre deux hypothèses. La première, c'est que finalement la CEDEAO s'est rendu compte que la junte militaire n'allait pas plier, que la junte militaire était beaucoup plus soutenue par son peuple que ça, et que finalement ce n'était pas en affamant sa population que la junte militaire allait se retrouver renversée ou allait partir. Ou alors, c'est que finalement, en fait, au sein de la CEDEAO, les sanctions ne faisaient plus forcément consensus, puisque dans la CEDEAO, nous n'avons pas non plus que le Sénégal de Macky Sall ou que la Côte d'Ivoire de Ouattara. Nous avons aussi d'autres pays qui partagent peut-être un peu plus les velléités anti-impérialistes, anticoloniales et panafricanistes du Mali, même si la Guinée aussi, qui a renversé un dictateur pro-français, à savoir Alpha Condé, plutôt, excusez-moi, s'est retrouvé aussi exclu de cette organisation. Voilà, la CEDEAO faisait peut-être que le fait de sanctionner le Mali ne faisait peut-être plus l'unanimité au sein de la CEDEAO. Donc, voilà, je ne sais pas laquelle ces deux raisons a poussé cette organisation à lever les sanctions financières et économiques. Mais peu importe, la bonne nouvelle, c'est que ces sanctions économiques et financières sont levées, que le Mali va pouvoir retrouver des devises, le Mali va pouvoir retrouver un peu plus d'air économique, va pouvoir acheter des produits, va pouvoir acheter des médicaments. Et c'est une bonne nouvelle pour les 20 millions de Maliens et qui peuplent ce pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit éclairage et un éclairage supplémentaire sur la situation au Mali et sur ce pays dans son ensemble. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si aussi vous voulez que je développe un petit peu plus un point, etc. N'hésitez pas. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée.